J'arrivais à Genève et je me logeais au sécheron près de ma petite maison de campagne qui n'était pas meublée, qui me était doux de pouvoir déjà goûter le repos qui semblait me promettre une nouvelle retraite. Je m'y établissais en idée, je l'embellissais, les passionneuses, nous essayons un projet, une calme, une sécurité inaltérable devenait mon partage, mais ce rêve de bonheur était bientôt troublé. Forcé qui j'étais de m'arrêter à des cruelles incertitudes sur l'empereur, sur cette armée de la loi, seule ressource d'un pays humilié. Mon imagination ne savait plus que me créer une foule de dangers dont je voyais menacer tout ce qui m'était cher. L'égoïste serait-il donc quelquefois envié, lui qui tout entier à lui-même n'est jamais à trembler pour les autres? Mille chimères ne viennent pas l'enlever à sa paisible indifférence une fois que sa personne est en sécurité. Combien pourtant je verrai sans de madame. J'ai appris le sort de l'empereur, quel douleur de voile qui n'avait échappé à tant d'ennemis conjurés contre lui qui peut tomber entre les mains du plus opiniâtre de tout et des pensées que la fortune lui avait conservé la vie qui peut la livrer à la captivité. J'ai lu aussi sur des listes morts et des prescriptions le nom de mes amis. Si le mien ne figurait pas, ma personne n'était guère plus en sûreté. Arrivé à Genève avec les passeports de puissance alliées et même tout roi de France, on ne voulut me permettre ni de rester, ni d'aller plus loin. Et comme je ne pouvais retourner, que faire? Monsieur de Vaunay s'adressa au gouvernement de Genève. Il parla au nom de son souverain, dit qui les rendait responsables de ma vie et que je devais attendre là jusqu'à ce qu'il eût une réponse de Paris. Il vint me rendre compte de ce nouvel embarras. Je l'appris avec un calme qui ne pouvait concevoir ce qui lui fit dire à monsieur de Marmont que les Françaises étaient bien légères, que ma vie était menacée, qu'il était inquiet des moyens de la protéger et que cependant j'étais encore prête à sourire. Instruite de son mécontentement, je le rappelai. Je le remerciai de ses soins et je l'engageai à mieux juger les Françaises et à ne plus confondre désormais la résignation avec l'insouciance et la légèreté. La cardinale Fesch arriva avec madame mère de l'empereur. Ses passeports ayant pu l'Italie, les autorités de Genève la forceront de continuer sa route sans lui vouloir donner un jour de repos. Sans égard pour son grand âge et pour son infortune, sous laquelle pourtant l'énergie de son âme n'avait pas succombé, car elle dit à l'aide des camps autrichiens qui l'accompagnaient: « Eh bien, monsieur, malgré le charnement de vos souverains contre l'empereur Napoléon, je suis plus fier d'être sa mère que si j'étais celle de l'empereur de Russie, de votre empereur et de tous les rois du monde. » Je lui prodiguai les marques du plus tendre attachement et le souvenir de celui que je vais pu montrer à l'empereur à la maison l'avait, je crois, réconcilié avec moi. De ce jeu, elle n'oublia plus qu'elle m'avait compté au nombre de ses enfants. Mais je n'avais pas même la consolation de pouvoir lui être utile en l'accompagnant. Mon sort restait indécis à la discrétion de qui voulait me nuire. Un homme maltraité, dépouillé par les soldats ennemis et réduit à l'état d'une affreuse misère se présenta à moi. Il fuyait la mort à laquelle il dévouait son homme placé sur les premières listes. Enfin, prêt à céder au découragement, il allait retourner sur ses pas et se livrer lui-même. C'était le général Aimé. Il se présenta chez moi dans le dernier état de désespoir. Observé comme je l'étais, j'ai créé qu'on l'arrêta près de moi et me rappelant ce passeport sous un nom suisse que j'ai destiné à mes enfants. Et
Je m'empressai de le lui donner avec tous les secours nécessaires. Je lui sauvai la vie et j'en fus si heureuse que j'oubliai un instant la rigueur de ma position. Je vis arriver aussi le duc et la duchesse de Bassano. Celle-ci, si vive et sensible, ne pouvait supporter l'idée de me trouver ainsi seule, abandonnée avec mes enfants et presque gardée par des Suisses. Elle oubliait son sort pour s'attendrait sur les miens. Enfin, d'après la sollicitation pressante de l'ambassadeur de France, M. Auguste Talleyrand, des ordres réitérés de la Diète me forceront de quitter le territoire suisse malgré le passeport de son souverain. Mademoiselle Cochelet, que je vais laisser quelques jours à Paris puis ranger ses affaires, vint me rejoindre avec M. l'abbé Bertrand. Elle avait quitté sa famille et sa patrie pour se dévouer à mon service. Seule, elle me restait, car je n'avais pu songer à emmener avec moi aucune des dames de mon palais qui possédaient en France trop de liens de fortune, de rang et de famille. Repoussée de la Suisse, je ne savais plus dans quel lieu il m'était permis de porter mes pas. Monsieur de Vaurnin embarrassait lui-même offrait de me ramener en France et de me conduire à Bourg jusqu'à ce qu'il fût allé chercher de nouvelles instructions à Paris. Dans cette perplexité, je me déterminai à aller attendre aux Eudex ce qu'on voudrait décider sur mon sort. J'aurais également désiré avant mon départ voir Madame de Staël établie près de là. Je suivis qu'elle disait « Oh, tout le monde de l'empereur !» Je ne puis plus m'expliquer cet homme que je croyais grand. Il s'enfuit de son armée. Il se sauve. Quelle fin? Peut-être un moment de conversation aurait-il suffi pour lui prouver que jamais il n'avait été plus grand que dans son malheur. Mais la dignité de ma position présente ne me permettait de faire aucune avance auprès d'elle. D'ailleurs, qui sert tout l'esprit du monde quand la passion se fait juge. Et je me dis que Napoléon pouvait bien se passer du suffrage de Madame de Staël.